Alors bonsoir à tous, merci pour votre présence. Donc Gérard ce soir va nous exposer une conférence donc, sur la guerre d'Espagne. Avant toute chose, je te laisserai te présenter, nous parler de toi, de ce que tu as fait au sein de l'Action française. Et... On en aurait pour toute la soirée là. Alors, non, assez succinct. Assez succinct, oui, non, mais il ne s'agit pas de parler de moi, d'ailleurs, c'est pas l'intérêt. Bah, c'est triste, mais j'ai adhéré à l'Action française en 1963. En décembre 1963, vous faites le compte, vous voyez ce que ça fait. Donc, beaucoup de personnes n'étaient pas en conception à cette époque-là. Donc voilà, quand je suis arrivé, c'était la fin de la guerre d'Algérie. Et au local de l'Union royaliste provençale à Marseille, il n'y avait pas grand monde parce que les types étaient tous... Soit certains étaient dans un camp de prisonniers de l'Algérie française, le camp de Saint-Maurice-l'Ardoise notamment, et d'autres s'étaient un peu mis, comme on disait, au vert parce qu'ils avaient travaillé à l'Algérie française. Voilà. Après, je me suis occupé des étudiants d'AF. Puis j'ai vieilli comme tout le monde. Je suis devenu président de la section de Marseille de l'Union royaliste provençale, et puis des Bouches-du-Rhône. Et ensuite, j'ai été vice-président de l'Union royaliste provençale. Je crois que je le suis toujours. Bon. J'ai peut-être eu une certaine utilité pour l'organisation, peut-être qu'à certains ça dit quelque chose, à d'autres rien du tout, des rassemblements royalistes de Montmajour et des Baux-de-Provence, qui se sont tenus de 1969 à 2005, c'est-à-dire pendant à peu près 35 ans. Et ces rassemblements avaient un écho assez important, aussi bien en Provence que sur le plan national. La majorité de l'assistance, qui était plusieurs milliers de personnes certaines années, venaient d'ici, de la Provence, mais il y avait aussi des gens qui venaient un peu de partout en France. Et on a reçu beaucoup de personnalités. Je crois que c'était un phénomène important, je crois que ça l'est toujours, d'être capable d'ouvrir l'Action française, non pas pour des concessions, mais pour des dialogues avec des personnalités extérieures. On a reçu tout un tas de gens. Par exemple, ces temps-ci, on parlait de Jean Raspail à propos du bateau qui vous est arrivé à Toulon. Raspail est venu 2 fois ou 3 fois à notre rassemblement des Baux. Marcel Julien, à l'époque où il était président d'Antenne 2, des gens comme ça. Tout un tas. Gustave Thibon, pour ceux qui connaissent, Gustave Thibon est venu pratiquement pendant une 20aine d'années. Il était très, très apprécié du public d'AF, du public royaliste en général. C'était celui qui était le plus philosophe, celui qui aurait peut-être le plus échappé à l'auditoire et qui en réalité était le plus attendu, le plus apprécié, le plus applaudi. Voilà, et puis en 2002, ce cycle, au fond, c'est pas tout à fait terminé, mais presque, parce qu'il est venu les princes, donc le prince Jean, qui à l'époque était duc de Vendôme et dauphin de France, qui est aujourd'hui le comte de Paris, avec son frère, le prince Eudes, et sa belle-sœur, et une petite princesse qui est la princesse Thérèse, qui maintenant a, je ne sais pas quel âge, 18-20 ans, voilà. Puis on a continué nos activités. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus l'âge de coller des affiches ou de coller des sticks sur les pylônes, mais je fais un blog quotidien qui peut être utile, je pense, à pas mal de gens, et en particulier à ceux qui veulent se former au ITDF, qui s'appelle Je suis français, voilà. Voilà à peu près ce que j'ai fait pour l'AF. Très bien. Donc on va te laisser la parole. Merci encore. Bon, alors le sujet, c'est la guerre d'Espagne. Évidemment, c'est un sujet qui est très, très étendu, qui est très vaste. On ne peut pas, à mon avis, traiter de la guerre d'Espagne en une demi-heure, 3/4 d'heure à peu près. Sur le plan exhaustif, sur le plan... pas donner le détail des opérations militaires ou des choses comme ça. Il faut d'abord, je crois, prendre conscience de l'étendue de ce qu'a été la guerre d'Espagne pour l'Europe des années 30. C'est-à-dire l'Europe qui précède la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Il faut prendre conscience de ça et peut-être alors réfléchir un peu de la façon plus large à ce qui a créé cette guerre, de quoi est-ce qu'elle provient.
Au fond, je vous le dirais, je suis à peu près persuadé qu'on ne peut pas comprendre la guerre civile, la guerre d'Espagne, si on n'a pas un minimum de connaissances sur ce qu'a été l'histoire de l'Espagne. C'est pas possible. À mon avis, c'est pas possible. Ou alors, on connaît le déroulé des choses, mais on ne comprend pas pourquoi. Donc on regardera, si vous voulez, cette chose-là. J'essaierai de ne pas être trop long, mais je crois que c'est indispensable pour comprendre la guerre d'Espagne. Après, je dirai quelques mots, malgré tout, sur les circonstances dans lesquelles ça s'est produit, précises de l'époque, et puis comment ça s'est déroulé grosso modo, et qu'est-ce que ça a provoqué comme conséquence. Et il y a encore deux autres sujets, nous avons un peu parlé avec Jonathan. Le premier sujet, c'est l'Espagne d'après la guerre civile, donc l'Espagne franquiste, qui va de 1939, l'année de la victoire des nationalistes, jusqu'à la mort du général Franco en novembre 1975. C'est la création d'un processus de restauration monarchique, en fait. Et donc, c'est un processus qui nous intéresse. Donc, on dira quelques mots là-dessus, et peut-être qu'on verra dans quelle mesure ça peut se comparer à ce qui pourrait se passer ici. Mais, à mon avis, avec beaucoup de prudence. Et la deuxième idée, je crois qu'il faut voir en terminant, ou enfin en terminant l'examen un peu de la guerre d'Espagne, c'est ce que je crois être une vérité, c'est sa ressemblance avec la guerre d'Ukraine. Moi, je vois beaucoup de... Évidemment, il ne faut pas me faire dire que je trouve qu'elles sont tout à fait la même chose. Bien sûr que ce n'est pas le cas. Mais il y a des éléments de comparaison très forts qui peuvent nous faire réfléchir. Et peut-être aussi même nous inquiéter. Nous inquiéter parce que la guerre d'Espagne, au fond, a été le prélude à la Deuxième Guerre mondiale. La guerre d'Espagne s'est terminée au mois d'avril 1939, et vous savez ce qui s'est passé 3 ou 4 mois après. Voilà. Alors, pour ce qui est de l'étendue du sujet, j'ai pensé vous lire ce que dit, je crois, le meilleur historien de l'Espagne, qui est un Espagnol qui s'appelle Bartolomé Benassar. Et il a fait des travaux considérables sur l'histoire de l'Espagne. Voilà ce qu'il dit. La guerre civile d'Espagne a suscité une énorme littérature boulimique, envahissante. Des gens de toute nationalité ont écrit à propos de cette épopée de l'histoire espagnole, annexée au patrimoine de l'histoire universelle. Reportages, mémoires, récits, livres d'histoire à vocation scientifique, essais comme Les grands cimetières sous la lune de Bernanos, romans dont le plus célèbre est peut-être, des romans aussi, oui, dont le plus célèbre est peut-être Pour qui sonne le glas d'Ernest Hemingway. Et moi je rajoute, je crois que Benassar, parce qu'il est espagnol, a oublié le bouquin d'André Malraux sur la guerre d'Espagne, qui est L'Espoir. On pourrait aujourd'hui constituer des bibliothèques de plusieurs milliers de volumes exclusivement consacrés à la guerre civile espagnole. Pourquoi ? Alors ça c'est important. Parce que, affluant de nombreux pays d'Amérique et d'Europe, voire d'Afrique, des milliers d'hommes sont venus combattre en Espagne ou assister en témoins au conflit, tels les correspondants de guerre de centaines de journaux, parce que des milliers d'hommes et de femmes ont perçu confusément, à tort ou à raison, que ce qui se jouait en Espagne, c'était le destin de la génération à venir, le leur peut-être, ou celui de leurs enfants, à naître. Parce que la guerre d'Espagne, alors là, réfléchissez ce que je crois qu'on peut penser de ce qui rapproche ce sujet de la guerre d'Ukraine, parce que la guerre d'Espagne fut un laboratoire où les Allemands, les Italiens, les Russes testèrent leur nouveau matériel de guerre, chars de combat, avions, mitrailleuses, mais aussi un laboratoire idéologique où se renouvelait et s'inventait le nationalisme, le fascisme, l'antifascisme, l'anarchisme, le socialisme, le communisme. Le caractère atroce, parfois épique, de la guerre
a encore stimulé les imaginations et aussi la curiosité passionnée des historiens. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un sujet très vaste qui, en effet, a passionné le monde entier, peut-être comme la guerre d'Ukraine passionne aujourd'hui à la fois l'Europe et aussi l'Amérique et même l'Asie. Voilà. Donc, ce que je vous propose en premier, c'est de voir un peu de quoi est faite l'histoire d'Espagne et qu'est-ce qui, dans l'histoire d'Espagne, au fond, prélude ou constitue les éléments qui vont faire la guerre civile. Alors là, ça suppose un certain examen un peu général, et ça remonte assez loin dans l'histoire d'Espagne. La formation même de l'Espagne ne s'est pas faite du tout comme chez nous, autour d'une dynastie centrale qui rassemblait et unifiait. L'Espagne a d'abord, dans les années 710 à 730, subi la conquête musulmane, qui grosso modo est montée presque jusqu'au nord de l'Espagne, sauf peut-être un peu le Pays Basque, et pour ceux qui connaissent la carte d'Espagne, les Asturies, enfin le pourtour atlantique, vous voyez. Et l'Espagne, au fond, s'est formée par esprit de reconquête chrétienne. Et à cette époque, évidemment, reconquête chrétienne signifie reconquête catholique. Donc l'Espagne se constitue dans un esprit de résistance à l'invasion et dans un esprit catholique et dans l'esprit d'une réaction populaire presque spontanée autour de princes divers, les petits rois visigoths. Et cette lutte, il faut quand même penser, elle s'étale sur 7 siècles. Ça ne se fait pas ça commence à la conquête islamique, au fond musulmane, en 710, entre 710 et 730. Et ça se termine, on le verra, par la prise de Grenade par les rois catholiques qui achèvent la présence espagnole, la présence arabe en Espagne en 1492, par la prise de Grenade, qui est le dernier royaume arabe subsistant dans l'Espagne de l'époque. Voilà, c'était une dynastie ancienne qui était là depuis. Elle pouvait très bien se considérer comme chez eux, au fond. 7 siècles. Chateaubriand, d'ailleurs, parce que la littérature française a beaucoup puisé dans l'histoire d'Espagne. Chateaubriand fait un très beau livre qui s'appelle Le dernier des Abencerrages. Les Abencerrages étaient une dynastie mort, la dernière, qui a régné sur Grenade. Et il y avait un jeune prince, un jeune roi arabe, qui s'appelait Boabdil, et qui est parti en pleurant de Grenade. Il est parti en caravane avec ses hommes, et il est parti vers l'Afrique du Nord, se réfugier en Afrique du Nord. Et ça a été la fin de la présence musulmane, pas tout à fait d'ailleurs musulmane, la présence des pouvoirs musulmans en Espagne. Parce que, effectivement, il faut savoir que la conquête musulmane de l'Espagne ne s'était pas faite par une colonisation de peuplement, par simplement quelques centaines, milliers peut-être de guerriers arabo-berbères qui venaient d'Afrique du Nord, mais qui s'étaient emparés de pouvoirs politiques qui étaient très faibles. À l'époque, les royaumes et principautés visigoths étaient très faibles, s'étaient emparés de là. Mais par contre, si ça n'a pas été une colonisation de peuplement, ça a été une colonisation religieuse, parce que beaucoup d'Ibères, de Celtibères qui peuplaient l'Espagne d'avant la conquête musulmane, se sont convertis tout simplement à l'islam. Le christianisme à l'époque est traversé par de nombreuses hérésies, et au fond, ils n'ont peut-être pas tout à fait vu que c'était tout à fait une autre religion. Bref, vous voyez que l'Espagne se forme comme ça, et elle se forme dans un esprit, donc, elle est catholique, elle est un royaume, elle sera toujours un royaume, ça il faut savoir ça. L'Espagne sera toujours un royaume, elle l'est toujours, plus que nous.
quoique ces rois aient toujours été plus faibles. Je dirais pourquoi. Nous sommes maintenant, et combien de temps? Nous sommes en période post-révolutionnaire, mettons 2 siècles, un peu plus de 2 siècles. L'Espagne, au fond, si on réfléchit, elle a connu 2 républiques. La première république autour des années 1870, qui a duré quelques mois. Et la deuxième république, celle dont nous parlons ce soir, qui a duré de 1931, le départ d'Alphonse XIII d'Espagne, jusqu'en 1936, le soulèvement franquiste, le soulèvement national. Vous voyez, donc ça fait une dizaine d'années de république sur 1000 ans d'histoire. Nous, c'est 2 siècles de république sur 15 siècles d'histoire. C'est bon. Donc, elle est catholique, elle est royaume, elle résiste à une invasion. Et elle le fait un peu par ses propres moyens. D'où en Espagne l'importance des ordres de chevalerie. Les ordres de chevalerie ont dominé le Moyen-Âge. Tenez, encore dans notre littérature, peut-être, je ne sais pas si on étudie encore le Cid dans les écoles, mais le Cid, Rodrigue, l'amant de Chimène, la fameuse histoire, est un roi wisigoth qui se bat contre les Arabes. Et dans la pièce de Corneille, le Cid, il y a l'épisode de la lutte nocturne entre les chrétiens et les Arabes. Donc, si vous voulez, le peuple espagnol réagit aussi par lui-même. Donc, il a une capacité d'engagement très forte, à travers, par exemple, les ordres de chevalerie, qui entourent aussi les rois. Vous voyez ? Alors, petit à petit, malgré tout, ces régions, ces provinces, ces royaumes se rassemblent autour de 2 royaumes, autour de 1440-50. Le royaume de Castille, je ne sais pas si vous connaissez la carte d'Espagne, vous voyez la Castille, c'est le centre même, Madrid, Burgos, Salamanque, Valladolid, Tolède, voilà, c'est ça. C'est ça le centre d'Espagne. C'est le royaume de Castille qui a une reine, c'est Isabelle, la catholique, Isabelle Ière d'Espagne. Il y aura 2 Isabelles dans l'histoire d'Espagne, à plusieurs siècles de distance. Isabelle Ière est reine de Castille. Et il y a, à côté de la Castille, l'Aragon, avec un roi aussi qui s'appelle Ferdinand. L'Aragon de l'époque n'est pas l'Aragon d'aujourd'hui, il est beaucoup plus vaste. Il comprend l'Aragon actuel, c'est-à-dire la région de Saragosse, etc. Puis il comprend aussi la Catalogne, c'est-à-dire Barcelone et toute cette région-là, le comté de Valence et les Baléares. Et ça fait un grand royaume. Ils se marient, ces 2 êtres-là, ils gardent chacun leur royaume, mais à leur mort, ce royaume se réunira définitivement. Il y a 2 événements exceptionnels dans leur règne. C'est premièrement la prise de Grenade en 1492, et la même année, c'est la découverte du Nouveau Monde. Donc là, vous avez 2 Espagnes qui vont coexister tant bien que mal. L'Espagne de la chevalerie, l'Espagne catholique, l'Espagne des rois, et de l'autre côté, l'Espagne de la découverte du Nouveau Monde, qui en théorie sera une Espagne missionnaire et catholique, mais ça sera aussi une entreprise de colonisation et d'appropriation de l'or d'Amérique du Sud, et l'Espagne vivra les siècles d'après, plusieurs décennies et siècles après, sur l'or, au fond, des Amériques, ce qui, à la fois, lui donnera une vie, ou du moins une certaine aristocratie, une vie aisée, permettra de construire de beaux palais, etc., mais d'un autre côté, ne la conduira pas à se développer sur le plan économique, industriel, agricole. L'Espagne se repose sur l'or des Amériques. Ça sera une des causes de sa décadence aussi. Voilà, donc là nous en sommes à la fin du règne d'Isabelle et de Ferdinand, qui meurent autour de 1510, par là, 1505, 1510.
Et ça aussi, c'est très important. C'est la seule dynastie nationale que l'Espagne ait connue. C'est-à-dire que les rois sont autochtones. Les rois catholiques n'ont eu qu'une fille. C'est Jeanne la Folle. Elle s'appellera Jeanne la Folle. Elle était folle, d'ailleurs. Jeanne la Folle a épousé un prince autrichien, un fils de Maximilien d'Autriche, qui était né à Gand. Et ils ont eu ensemble, la Jeanne la Folle et ce prince Philippe le Beau, un Autrichien des Flandres, de la partie flamande, qui sera l'empereur Charles Quint. Qui sera l'empereur Charles Quint, c'est-à-dire roi d'Espagne, avec le titre de Charles Ier d'Espagne, mais qu'on connaîtra dans l'histoire sous le nom de Charles Quint, qui est empereur du Saint-Empire romain germanique. Et c'est ainsi que l'Espagne, quand Jeanne la Folle mourra, l'Espagne, au fond, tombe en propriété des Habsbourg. Et c'est la fin des dynasties autochtones, indigènes, si vous voulez, de l'Espagne. Dorénavant, l'Espagne aura des rois étrangers. Ça explique pas mal de choses. Donc les rois Habsbourg. Alors les rois Habsbourg qui n'ont pas touché, alors parce qu'il y a un autre paradigme au fond qui structure l'Espagne, c'est le fait que tous les royaumes qui s'étaient réunis autour des rois catholiques gardaient leur liberté, gardaient leur franchise, leurs privilèges, tout ce qu'on voudra. L'Espagne désigne ça par un mot qui est intraduisible en français. En espagnol, c'est les fueros. C'est pas la décentralisation, c'est pas. Ce sont des libertés antérieures aux États, antérieures à l'État. Il ne s'agit pas que l'État pense décentraliser. Non. Ces entités existent avant lui. Elles ont des droits historiques, légitimes. Et les rois doivent jurer fidélité à ces droits. Ce n'est pas une vision française de la monarchie. Et ça expliquera aussi ce qui se passera quand les Bourbons deviendront rois d'Espagne. Donc ça, c'est important, je crois, de savoir que l'Espagne a eu une monarchie qui a été bien acceptée, mais qui n'était pas nationale. Ce qui donnait une certaine distance entre le peuple et les rois. Alors, avec les Habsbourg, il y a eu l'empereur Charles Quint, le roi Philippe II, Philippe III, Philippe IV et Charles II. Les choses se sont passées assez bien, encore que Charles Quint avait supprimé les libertés locales de la Castille. C'était un début. Quand les rois Bourbons sont arrivés, c'est-à-dire quand le petit-fils de Louis XIV est devenu roi d'Espagne sous le nom de Philippe V, il a emporté avec lui de Versailles un esprit centralisateur. Et il a supprimé les fueros, les libertés historiques de l'Aragon, de la Catalogne, tout un tas, du Pays Basque, etc. Et ça pèsera très lourd dans l'histoire de l'Espagne. Ça provoquera les guerres carlistes, ça provoquera la querelle dynastique. Et on retrouvera le carlisme très présent dans la guerre civile. Et l'esprit régional, si on peut dire, très aussi comme un élément considérable dans la guerre civile. Donc voilà à peu près un survol de ce qu'est l'Espagne du fait de son histoire, au fond. Du fait de son histoire. Je crois pas avoir oublié un des paradigmes. J'ai parlé de l'esprit de décentralisation, ça il faut le comprendre. Oui, il y a un dernier élément qu'il faut que j'évoque, c'est ce qu'en Espagne on a appelé, et ça a joué beaucoup aussi dans la guerre civile, et dans le modèle républicain qui a été rejeté par les Espagnols. Avec les rois Bourbons, l'Espagne a connu une période qu'on a appelée, en français le mot n'existe pas vraiment, c'est la francisation des élites. Dans les arts, par exemple, dans la pensée politique, la pensée des Lumières, tout ça, les Bourbons, d'une certaine manière, le couvraient. Et le peuple espagnol ne l'aimait pas, figurez-vous. Et il ne l'a jamais aimé, d'ailleurs. Il y avait une espèce d'adage qui disait que
l'Espagne n'était pas réductible au modèle européen. Il faut réfléchir à ça. L'Espagne n'était pas réductible au modèle européen. Et Franco disait « Espagne es diferente ». L'Espagne est différente. Elle s'est battue contre les morts, elle était catholique, elle a toujours été un royaume. Elle a toujours été forale, c'est-à-dire qu'elle ne s'est jamais battue sur un centralisme. Au contraire, elle s'est battue contre le centralisme des Bourbons, et puis après contre le centralisme aussi des Lumières et de la République. La République a été vue comme une espèce de copie ou de conformité que faisait l'Espagne au régime français. Un autre fait qui a joué, c'est l'invasion napoléonienne de l'Espagne autour de 1809, avec l'instauration d'un roi napoléonien, le roi Joseph, le frère de Napoléon, et qui a été une catastrophe, et contre lequel aussi l'Espagne s'est révoltée. Il y a le fameux tableau de Goya, peut-être vous l'avez vu certains, El 2 de Mayo, le 2 mai, qui est la révolte du peuple de Madrid, qui a été réprimée avec la dernière férocité par les soldats révolutionnaires, parce que c'était des soldats révolutionnaires de l'Empire. Peut-être que l'empereur lui-même avait des idées un peu différentes, mais voyez. Donc, quand vous réfléchissez à tout ce que je viens de dire, au fond, vous avez les données qui font la guerre d'Espagne, ou du moins qui en constituent le fond. Voilà. Après, comment elle s'est déroulée, bon, comme je ne veux pas être trop long, on va le voir rapidement. Disons que au XIXe siècle, il y a eu les guerres carlistes, c'est une querelle dynastique entre deux branches de la maison de Bourbon d'Espagne, mais qui recouvrait deux conceptions du peuple et de la monarchie. La dynastie qui règne aujourd'hui était réputée libérale, maçonnique, liée au milieu financier, peu populaire. Mauvais roi, au fond. La dynastie carliste était au contraire beaucoup plus catholique. Leur mot fétiche, c'était la tradition avec un grand T, pas les traditions diverses, le gâteau des rois, non, la tradition qui est catholique, royale, pour un ordre social traditionnel, au fond. L'idée carliste, que je trouve très belle et qui est le fond de la contre-révolution, hein, c'est ceci: nous ne voulons pas simplement restaurer un roi, nous voulons restaurer un roi partout. Nous voulons restaurer un peuple royal. C'est-à-dire le père de famille doit être un roi dans sa famille. Le maire doit être un roi dans sa cité. Et ainsi de suite jusqu'au roi lui-même. C'est l'idée d'un peuple royal. C'est une idée, à mon avis, absolument contre-révolutionnaire. C'est le fond même de la contre-révolution. C'est pour ça d'ailleurs que, à mon humble avis, hein, le carlisme était de tous les mouvements monarchistes européens peut-être le plus proche de ce que nous pensions, nous, sans qu'il y ait eu influence de la F, par exemple, ou de Maurras sur le carlisme, qui est bien antérieur. Hein. Voilà. Alors, il y a eu donc, au XIXe siècle, ces guerres-là, c'est allé très loin, puisque le roi carliste, qui avait sa cour dans le nord de l'Espagne, est allé jusqu'à Madrid. Il avait sa monnaie, il avait ses timbres, il avait sa cour, il avait, etc. Hein. C'était une lutte acharnée. Et puis, finalement, la monarchie libérale, Alfonsine, on dit en Espagne, Alfonsine, la série des Alphonse, Alphonse XII, Alphonse XIII, etc. Cette dynastie s'est maintenue à Madrid, avec de graves troubles divers et variés, hein, si bien qu'à la fin du XIXe siècle, en 1868 exactement, la reine Isabelle II a été expulsée d'Espagne, elle a abdiqué en faveur de son fils Alphonse XII, qui était un petit garçon. Il y a eu une régence à ce moment-là. La reine Isabelle II a vécu tout le reste de sa vie à Paris, 34 ans à Paris, est morte à Paris. Et le roi Alphonse XII a régné peu parce qu'il est mort très jeune. Et puis vient le roi Alphonse XIII. Le roi Alphonse XIII, c'est une monarchie faible, constitutionnelle, à la façon espagnole, parlementaire.
Il y a beaucoup de troubles. Alors, il faut savoir aussi que, ça c'est les préludes de la guerre d'Espagne, hein. Il faut savoir que il y a eu un mouvement d'industrialisation et d'essor économique assez fort au Pays Basque et en Catalogne. C'est-à-dire au Pays Basque, vous voyez, c'est Bilbao essentiellement, et les mines, le bassin minier des Asturies. Et à Barcelone, il y a déjà un mouvement d'expansion du commerce et de l'industrie. Et donc se crée aussi un prolétariat. Un prolétariat pauvre, très pauvre. Et commence à se créer, à surgir dans cette partie de l'Espagne, là, ces parties-là et ailleurs, des mouvements marxistes, anarchistes, etc. Avec des troubles sociaux répétés un peu partout. Enfin, surtout dans ces régions-là. Et donc, ça émaille un peu le règne d'Alphonse XIII, qui à un moment donné, d'ailleurs, a dû nommer une sorte de dictateur, qui était le général Primo de Rivera, le père de José Antonio, pour ceux qui savent, le fondateur de la Phalange après. Cette dictature a duré une dizaine d'années, je crois. Puis, cette dictature s'est achevée, les troubles ont continué de se produire partout, de plus en plus graves. Et sur des élections municipales perdues par les monarchistes à Madrid, ou dans la région de Madrid, le roi Alphonse XIII a décidé de partir. Il a quitté l'Espagne, il s'est embarqué sur un bateau à Valence, il a débarqué à Marseille, et puis il est mort à Rome en 1942. Il avait quitté l'Espagne en 1931. Et s'instaure alors, on proclame les Cortes, c'est-à-dire les assemblées espagnoles, proclament la République. La République, comme toujours dans les mouvements révolutionnaires, vous savez que accèdent d'abord au pouvoir les modérés, lesquels modérés sont rapidement bouffés, avalés par les plus extrêmes. Hein, c'est ce qui se passe. Au début de la Seconde République espagnole, il y a une forte représentation de droite et de modérés à l'Assemblée, au Cortes. Puis petit à petit, les choses évoluent un peu comme en France, au fond. Après 1875, hein, la première Assemblée nationale était d'une majorité une large majorité royaliste, et petit à petit, elle s'est fait aussi manger par les anticléricaux, etc. Donc c'est ce qui s'est passé. On peut dire que la République espagnole a vivoté à peu près calmement jusqu'en 1936, mais à peu près simplement, jusqu'en 1936, où les élections de février 1936 donnent une majorité de Front populaire, à la française un peu, hein, au Cortes, et à ce moment-là se constitue un gouvernement de Front populaire, présidé par celui dont Paris a mis la photo sur le visuel, un type qui s'appelait Largo Caballero, qui n'était pas un génie, il n'a pas eu une influence considérable sur les choses, mais enfin, il présidait le gouvernement. Et à ce moment-là, a commencé, entre février et juillet 1936, des massacres, des incendies d'églises, de couvents. À Barcelone, si par exemple vous promeniez dans la rue avec une cravate, vous risquiez fort d'être emporté sur une voiture des anarchistes, amené dans la banlieue et fusillé sur le champ. Et comme ça, il y en avait des centaines. Hein. Voilà, donc la situation devenait intenable. Et les militaires qui commençaient à réfléchir à ce qu'ils devaient faire ne se décidaient pas. Même Franco, il faut savoir que Franco hésitait beaucoup à franchir le pas au fond et à faire un soulèvement militaire. Hein. Et puis il y a le fameux épisode où la Pasionaria, est-ce que vous savez qui est la Pasionaria? C'était une femme basque, elle s'appelait Dolores Ibarruri. Elle se flattait plus tard, elle était la seule personnalité très connue du Parti communiste espagnol, qui n'était pas très brillant. On savait on disait qu'elle avait assassiné des prêtres ou des adversaires en leur coupant
la grosse, tu dois savoir ça, carotide. La carotide, avec ses dents, elle-même. Et le chef de l'opposition monarchiste, qui s'appelait Calvo Sotelo, est monté à la tribune des Cortés et a fait l'état de toutes les exactions, de tout ce qui s'était passé depuis février, c'est-à-dire depuis le début du Front populaire. Et quand il a eu terminé son discours, la Pasionaria a dit « Cet homme mourra ». Et quelques semaines après, très peu, peut-être une semaine ou 15 jours, Calvo Sotelo a été emmené par des policiers hors de chez lui, probablement battu et tué, et on l'a retrouvé dans la morgue d'un cimetière le lendemain matin. Voilà. Et c'est cet événement-là, de l'assassinat de Calvo Sotelo, qui a eu un très grand écho dans l'Espagne d'alors. Calvo Sotelo était l'ami de beaucoup de militaires, dont Franco, et s'est décidé à ce moment-là, entre militaires, le projet d'un soulèvement national. Alors Franco n'était pas la personnalité la plus connue, pas du tout. On l'avait nommé commandant des forces espagnoles du Maroc, le Maroc espagnol, Maroc du Nord, où il était populaire. Mais il y avait d'autres généraux, le général Mola, tout un tas de généraux, des généraux carlistes, des généraux monarchistes, des généraux d'amitié phalangiste, de sympathie phalangiste. Mais Franco a été le premier à franchir le détroit de Gibraltar avec ses hommes et à remonter vers le nord, à remonter vers Séville. Voilà. Et à ce moment-là a éclaté le soulèvement national, ce qu'on appelle en Espagne le soulèvement national, qui a été au fond fait par l'armée. Alors là, il y a eu quelques jours, semaines même, d'hésitation, parce qu'on ne savait pas, au fond, qui allait se rallier, qui n'allait pas se rallier. Ça dépendait des régions. Hein. Grosso modo, on peut penser qu'une large majorité des militaires se sont ralliés au soulèvement national. Mais ça n'a pas été le cas partout, en particulier à Barcelone, où il y a eu une résistance populaire très forte de la part des militaires et de la part de ces unités qui ne sont pas connues en France, qui s'appellent la garde civile en Espagne. Si un jour vous visitez Barcelone, vous verrez que sur la place d'Espagne à Barcelone, il y a un très grand immeuble qui était la caserne de la garde civile. Et pendant quelques jours, les Barcelonais ont entendu des cris, des tirs de mitraillettes, etc. à l'intérieur de la caserne, mais personne ne savait ce qui allait se passer. Et la garde civile a décidé de rester fidèle à la République. Donc ça a été le sort de la Catalogne, et d'ailleurs elle sera la dernière province d'Espagne à être, comme les franquistes disent, libérée de la République. Bon. Voilà, voilà à peu près comment ça s'est passé. J'aurais voulu vous lire ce que Brasiac en a écrit, qui est intéressant, je trouve. Voilà. Vous savez que Henri Massy et Robert Brasiac ont écrit un livre sur le siège de l'Alcazar. Je ne sais pas si certains connaissent cet épisode de la guerre d'Espagne. L'Alcazar, c'est une forteresse qui se trouve à Tolède, au centre même de Tolède, et qui remontait à l'époque médiévale de la période arabe. Et quand le soulèvement a éclaté, les cadets, c'est-à-dire des jeunes soldats de 18-25 ans, se sont retranchés dans l'Alcazar parce que Tolède est restée républicaine. Ils se sont retranchés dans l'Alcazar. Il y a tout un épisode héroïque. Je suis français d'ailleurs. Si ça vous amuse, vous pouvez, ça vous intéresse parce que c'est pas tellement amusant. Mais vous pouvez sur Je suis français voir le récit que donnent Massy et Brasiac de la résistance de l'Alcazar. C'est magnifique, vous savez. Les Rouges faisaient le tour entourer l'Alcazar, l'assiéger. À l'intérieur, il y avait 1900 personnes à peu près. Il y avait 250 chevaux et des mules. Et ils sont restés assiégés à 1900 personnes pendant 3 mois.
L'Alcazar a été progressivement totalement détruit. Il restait que les souterrains et quelques tours. Et puis finalement, ils ont été libérés par les forces de Franco. Voilà, ça s'est passé au début juillet et ils ont été libérés au mois de septembre, fin septembre. Ils avaient mangé tous les chevaux et toutes les mules. Mais ils disaient la messe tous les matins. Et ils faisaient des fêtes dans les souterrains. Ils éditaient un petit journal, le journal de l'Alcazar. Et je ne peux pas parler de moi, mais ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai visité l'Alcazar, moi, pour la première fois, en 1966, il avait été reconstruit. Et la visite de l'Alcazar se faisait par ce qu'ils appelaient, eux, les vétérans. Dans le fond, c'était pas si vieux. Les soldats qui s'étaient retranchés dans l'Alcazar avaient 20 ans à peu près en 1936. En 1966, ils avaient 30 ans de plus. C'est-à-dire qu'ils avaient 50 ans. Alors, les types qui vous faisaient visiter, il y en avait qui avaient perdu une jambe, d'autres qui avaient perdu un œil, d'autres qui avaient perdu un bras, etc. Mais c'était assez émouvant. Et c'est aussi émouvant en titre de l'héroïsme, parce que l'héroïsme, la contemplation de l'héroïsme par le monde entier au moment de la guerre d'Espagne, ça comptait beaucoup. Et il y a le fameux épisode, à l'époque on en donnait un enregistrement qui avait été fabriqué après. Aujourd'hui ça s'est supprimé parce que ça a trait à la période de la dictature, comme ils disent. Celui qui commandait l'Alcazar était un militaire qui s'appelait le colonel Moscardo. Et l'Alcazar était entouré par les rouges, comme ils disaient eux, par les rouges. Et il reçoit un appel dans son bureau, le colonel Moscardo, de quelqu'un qui lui dit « Est-ce que vous êtes d'accord pour rendre l'Alcazar ?»« Non, je ne rendrai jamais l'Alcazar. »« Alors je vais vous passer quelqu'un. Je vais vous passer votre fils. » Et alors on entendait le fils qui dit « Papa, papa, ils disent que si tu ne rends pas l'Alcazar, ils vont me fusiller. » Alors, mon fils, si tu te fusilles, tu meurs et tu cries vive l'Espagne. Et c'est ce qui s'est passé. Moscardo a entendu les coups de feu, ils ont tué son fils tout de suite. Tout ça pour vous dire. Bon. Alors, qu'est-ce que dit Brasiac ? Le Front populaire triomphe aux élections de février 1936. En juillet 1936, le soulèvement, on l'attendait. Depuis l'assassinat du député monarchiste Calvo Sotelo, toute l'Espagne vivait dans l'attente angoissée de quelque chose. Elle sentait confusément que le salut ne pourrait venir que d'une levée générale contre les bandes marxistes qui faisaient partout régner la terreur. En moins de 2 mois, du 15 février au 2 avril, le Front populaire espagnol avait répandu sur tout le pays des calamités dont voici un triste bilan. 199 pillages, dont 58 de monuments publics, 72 d'établissements privés, 33 de domiciles particuliers, 36 d'églises. 178 incendies, dont 106 d'églises, parmi lesquelles 50 furent détruites en deux mois. 179 émeutes, 39 fusillades, 85 agressions qui firent 345 blessés et 74 tués. Voilà ce que Calvo Sotelo avait annoncé à la tribune des Cortes, avec tous les documents justificatifs à l'appui. L'homme qui avait établi un tel décompte avait signé son arrêt de mort. Quelques semaines plus tard, les policiers étaient un soir venus le chercher à son domicile et on le retrouvait le lendemain dans un cimetière de Madrid, son cadavre défiguré. Mais le meurtre de Calvo Sotelo, son ami, en faisant tomber les illusions de ceux qui en gardaient encore, allait hâter la rébellion, lever les derniers scrupules du général Franco, le décider à ne plus attendre pour passer à l'action et pour prendre les armes. Le 16 juillet au soir, quittant les îles Canaries, dont on l'a nommé gouverneur pour le tenir comme en exil, le général Franco rentre par avion au Maroc, où sa popularité est grande. Dès le lendemain, le mouvement insurrectionnel est déclenché. Le 18, les premières troupes débarquent au sud de l'Espagne, prennent Algeciras, marchent sur Séville-la-Rouge, dont le général Queipo de Llano, avec 150 hommes, s'est par miracle rendu maître.
Puis, sans attendre les renforts, elles décident de gagner Madrid. Elles y rentreront que 3 ans plus tard. Le général Mola, de son côté, a pris le commandement des insurgés du Nord et poussé en même temps son avant-garde sur Somosierra, c'est-à-dire le nord de Madrid. Presque toute l'armée s'est ainsi rangée aux côtés des vengeurs de Calvo Sotelo. Voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on peut dire sur la façon dont s'est déclenchée au fond la guerre civile. Alors je ne vais pas c'est tard peut-être, je ne vais pas vous raconter les combats, vous savez, ce sont alors ça a été deux véritables fronts. À certaines époques, vous aviez 300 000 hommes d'un côté, 250 000 hommes de l'autre quand même. C'était des fronts de 750 000 hommes, vous voyez. C'était pas de la guerre civile. C'est pour ça que ça ressemble davantage à la guerre d'Ukraine qu'à une éventuelle guerre civile chez nous, parce que je ne vois pas où on prendrait les 750 000 hommes. Alors, Benassar donne quelques données comme ça que je vais vous dire rapidement. Le pire, c'est la durée de cette guerre. Elle dure 3 ans, du 18 juillet 1936 au 1er avril 1939. Et Bernanos dira que ça a transformé l'Espagne en charnier. Alors, bon, grosso modo, entre les exécutions sommaires, les morts au combat, les Espagnols qui sont partis et qui ne sont pas revenus, il est parti à peu près 450 000 personnes d'Espagne pour se réfugier ailleurs, et il en est revenu un certain nombre, au total, et un solde négatif de 250 000, plus les victimes civiles, des bombardements, etc., etc. On peut dire, sans trop exagérer, qu'il y a eu entre 1 million et 1,5 million de victimes. Voilà. Alors après ça, en 1939, le pays s'était appauvri de façon dramatique. Le patrimoine immobilier avait perdu 8% de son stock, soit environ 500 000 maisons détruites ou inutilisables. Les voies de communication très endommagées par les bombardements, surtout les ponts, le matériel ferroviaire, ça ne vous rappelle pas l'Ukraine, et le parc automobile détruit à 40 et 70%. Les troupeaux qui ont perdu le tiers ou la moitié de leurs effectifs, la production agricole, industrielle, etc. Enfin bref, c'est une catastrophe humaine, économique, etc. Peut-être est intéressant aussi de voir quelle est la répartition des forces. Alors, je vous épargne le détail. Franco le dit dans un discours. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement, dit-il? Il est fait tout de grandeur, de noblesse, d'amour de l'Espagne, de fraternité entre tous, etc. Et il dit, quand on se bat dans les tranchées comme on se bat, quand la défendent comme la défendent les phalangistes, les requêtés et les soldats, il y a une race et il y a un peuple, dit-il. Donc il définit les 3 forces principales de la guerre civile du côté nationaliste. L'armée, qui s'est ralliée en très grande majorité, les phalangistes. Alors il faut savoir, la phalange, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est un mouvement nationaliste qui a été fondé par José Antonio Primo de Rivera en 1933 pour s'opposer aux violences des communistes et des anarchistes. Et une chose aussi qu'il faut savoir, qui était très importante et très curieuse, c'est que par rapport au Parti communiste, au Parti socialiste, la force principale révolutionnaire, ce sont les anarchistes. Le mouvement politique s'appelait la FAI, la Fédération anarchiste ibérique, et le syndicat anarchiste des travailleurs s'appelait la CNT, Confédération nationale des travailleurs, qui comptait jusqu'à 1 million d'adhérents, dans un pays qui n'avait pas la population d'aujourd'hui. Et les anarchistes, il n'y a que 2 pays, il faut savoir ça, je pense qu'il n'y a que 2 pays en Europe qui ont eu des mouvements anarchistes de masse, c'est-à-dire qui ont vraiment compté dans des opérations. C'est la Russie d'un côté et l'Espagne de l'autre. Il n'y a jamais eu de mouvement anarchiste important ailleurs, nulle part. Ça doit tenir à des choses un peu mystérieuses, mais bon, on ne va pas en parler maintenant. Donc ça, ce sont les phalangistes. Il faut savoir aussi que José Antonio Primo de Rivera, qui avait fondé la phalange à Barcelone en 1933, a été fait prisonnier par les Rouges avant la guerre civile, en mars 1936. Il avait essayé de jouer un rôle négociateur entre les nationalistes et les républicains. Il a échoué et
Et les rouges l'ont fusillé à la prison d'Alicante en septembre 1936, à 33 ans. Voilà. Et je peux vous dire aussi que José Antonio était respecté dans toute l'Espagne, même parmi les rouges. Et même dans ma jeunesse, quand je parlais avec les Espagnols, il était respecté comme un héros. Des gens qui l'auraient fusillé aussi, hein, d'ailleurs. Bon. Alors, la troisième grande force, c'est les carlistes. Alors, je vous ai dit déjà à peu près, très brièvement, ce qu'était le carlisme. Alors, les carlistes, ce qu'ils ont fait, eux, c'est que il y avait encore des descendants des guerres carlistes. Il y en avait des anciens, et puis il y avait les jeunes, les enfants. C'était des gens qui avaient leur uniforme. Moi, un jour, j'ai donné une conférence en 69 dans le cercle carliste à Valence, en Espagne, et les amis de là-bas m'ont fait visiter les vestiaires. Et dans les vestiaires, vous aviez les casiers, comme dans tous les vestiaires. Et quand vous ouvriez les casiers, qu'est-ce que vous voyez? L'uniforme et le fusil, et le béret rouge. Vous voyez? C'est-à-dire, c'était toléré parce qu'ils avaient été une force franquiste, au fond, une des forces franquistes de la guerre civile, et qu'ils avaient été héroïques aussi. Ils ont été jusqu'à, je crois, 70 000 ou quelque chose comme ça, sous les armes. Voilà. Au fond, ce sont les trois grandes forces qui ont combattu vraiment. Et en plus, il y avait un peuple carliste, phalangiste moins. Phalangistes, c'était des combattants, c'était des miliciens. Qu'on a dit fascistes, ce qui, à mon avis, n'était pas vrai. José Antonio avait été influencé par Mussolini, mais faisait passer d'abord l'héritage de l'Espagne. Il disait, nous avons pris du fascisme certaines choses, mais l'histoire de l'Espagne est si belle et si grande qu'en tout cas, elle doit primer. Voilà. Dernière force, évidemment, qui a joué un rôle considérable dans la victoire nationaliste, c'est l'Église, tout simplement. L'Église, comme elle n'est jamais très, très courageuse, elle a attendu un peu de voir comment les choses allaient tourner, mais assez vite. Elle était aussi poussée par les exactions qui la frappaient. Elle s'est ralliée, mais alors là, après, de manière très nette. Il faut savoir aussi qu'en Espagne, vous voyez ce que je vous ai dit pour la période des morts, des combats contre... En Espagne, très rapidement, on a appelé la guerre civile la croisade. La cruzada en espagnol. Quand les Espagnols de l'époque franquiste, après la victoire, hein, bien après, parlaient de cette époque, ils disaient c'était l'époque de la croisade. Pour eux, c'était une croisade au nom de la croix. Vous voyez, entre autres. Hein. Et pour la patrie. Et la devise des carlistes, il faut savoir, c'est le quadrilemme, comme on dit, Dieu, Dios, patria, fuero rey. Dieu, la patrie, les libertés locales et le roi. Ça, c'était le carlisme, voilà. Et l'Église. L'Église catholique a joué à fond, le primat d'Espagne qui est à Tolède, le cardinal archevêque de Madrid, etc. Les mêmes d'ailleurs que nous sommes quelques-uns à avoir vu parler pour les obsèques de Franco en 1975, puisque sur la place d'Orient à Madrid, devant le palais royal, il y avait le cercueil de Franco et ont pris la parole le cardinal primat d'Espagne et le cardinal archevêque de Madrid, pour faire l'éloge du général Franco, et devant le roi, et devant 1,5 million d'Espagnols, hein, et quelques Français. Bon, écoutez, voilà à peu près ce que je peux vous dire sur la guerre d'Espagne. C'est pas le détail, mais c'est... je veux quand même finir en vous lisant ce que Brasillac a écrit avec son style poétique et symbolique, parce que le symbolisme a joué beaucoup dans la guerre d'Espagne. Une lutte terrible éclatait sur l'une des plus nobles terres d'Europe. L'Espagne ainsi achevait de transformer en combat spirituel et matériel à la fois, en croisade véritable, la longue opposition qui couvait dans le monde moderne. Ces brigades internationales, des deux côtés, scellaient dans le sang les alliances. Par toute la planète, des hommes ressentaient comme leur propre guerre, comme leur propre victoire et leur propre défaite, le siège de Tolède, le siège d'Oviedo, la bataille de Teruel, Guadalajara, Madrid et Valence. Le coulis chinois, le manœuvre de Belleville, le voyou perdu dans les brouillards de Londres, le chercheur d'or, pauvre et déçu, le maître des pâturages hongrois ou argentins, pouvaient tressaillir d'angoisse ou de plaisir
devant quelques noms mal orthographiés dans quelques journal inconnu. Dans la fumée grise des obus, sous le ciel en feu parcouru par les avions de chasse russes contre italiens, les contradictions idéologiques se résolvaient en cette vieille terre des actes de foi et des conquérants par la souffrance, par le sang et par la mort. Voilà. Je crois qu'on a peut-être épuisé le temps, non? Oui, très bien, parfait. Non. Merci Gérard. Donc on va passer aux questions. Allez, il y en a volontiers. quelques-unes. N'hésitez pas à aller un peu plus fort. Alors, qui c'est qui dit en premier? Bonsoir monsieur. D'abord, je tiens à vous féliciter pour ce travail magnifique. Merci, merci. C'était une histoire qui me touche parce que, bon, du côté de ma famille maternelle, je suis petit-fils de réfugiés espagnols, voilà. Du côté maternel? Maternelle, oui. Et quel est le nom de famille? Gomiz. Comment? Gomiz Garbine. Ah oui. D'Andalousie, d'Almeria. Ah, ce sont des Andalous. Ouais. Je vais vous poser cette question. Est-il vrai que José Antonio Primo de Rivera, donc le fondateur de la Phalange, se méfiait énormément des militaires? Est-il vrai que par la suite, je parle après la guerre d'Espagne, beaucoup de phalangistes de la première heure ont été déçus par Franco? C'est la question que je vous posais. Et est-il vrai, la troisième question, que Franco, je crois que c'était, oui, pendant la guerre, ou juste après la guerre, avait demandé à Adolf Hitler des moyens militaires pour une espèce de reconquête coloniale. Il visait, paraît-il, les colonies du Maghreb. Une reconquête de l'ancien... Je commence par celle-là, de partie de la question. Non, ça je ne crois pas. Alors, on peut peut-être penser ça, mais pour une raison que je vais vous dire. Hitler avait rencontré Pétain à Montoire. C'est là que se définit ce qu'on a appelé la politique de la collaboration, entamée par Pétain avec Hitler, qui était une politique, au fond, pour essayer d'adoucir les conditions d'armistice, dans l'esprit de Pétain. Bon. Et il savait que Hitler allait visiter Franco à Irún, à la frontière des Pays Basques, tout de suite après. Et Hitler avait demandé à Pétain, comme il le faisait en général, de rentrer en guerre à ses côtés, que la France rentre en guerre à ses côtés, ce que Pétain lui a refusé. En disant que son pays avait subi une lourde défaite, n'était pas en état de rentrer en guerre. Bon. Puis qu'il avait des accords, enfin, il avait donné la parole à l'Angleterre, etc. Bon. Et donc, il avait accepté de dire qu'il rentrait dans une politique de collaboration, mais il avait refusé les demandes d'Hitler en réalité. Et donc, il savait ce qu'Hitler voulait. Il a fait savoir à Franco. Pétain avait été le dernier ambassadeur de France à Madrid avant la guerre. Et donc, il connaissait bien les milieux diplomatiques espagnols, tout ça. Il avait fait prévenir Franco de la demande d'Hitler et Franco avait préparé sa riposte, au fond. Et Franco, à la première question, est-ce que vous voulez rentrer en guerre avec l'Allemagne, aux côtés de l'Allemagne? Et Franco a dit la même chose, mon pays sort de la guerre civile, il est exsangue, je ne peux pas. Est-ce que vous accepteriez de laisser passer des troupes de l'Axe sur le territoire espagnol pour attaquer l'Afrique du Nord? Et là, Franco lui dit, oui, mais mon opinion publique serait tellement choquée qu'il me faudrait des compensations pour l'expliquer, pour expliquer ce que je fais. Qu'est-ce que vous voulez comme compensation? La Tunisie, l'Oranie et le Maroc français. Et Hitler sait que s'il fait ça, les territoires visés, les territoires que Franco réclame, soi-disant, vont passer à la dissidence gaulliste. Et Hitler ne veut pas ça. Et donc, il est déçu, et il n'a rien obtenu du tout de Franco. Et alors, ça peut expliquer que certains aient cru qu'il avait demandé ça de manière réaliste, enfin, pour de vrai. Mais il a demandé ça comme parade
Hitler a refusé de donner ses territoires à Franco, et Franco a dit, ben ça va, je ne peux pas alors. Et donc l'Espagne n'est pas rentrée en guerre et n'a pas autorisé l'armée allemande à passer sur son territoire. Alors ça c'est... bon. Donc je comprends qu'on ait pu penser ça, mais à mon avis, ce n'est pas justifié. Après, c'était quoi déjà José Antonio. José Antonio, est-ce qu'il se méfiait des militaires? Je sais qu'il avait... Quand il était en prison à Alicante, moi j'ai visité cette prison, j'ai discuté avec les chefs du mouvement national, on appelait ça à l'époque Movimiento Nacional. José Antonio avait eu l'idée qu'il pouvait peut-être être utile pour arrêter la guerre. Il s'était présenté un peu comme un intermédiaire entre les militaires et la République pour essayer de trouver une façon d'en sortir et d'éviter la guerre. Mais ça n'a pas marché du tout, évidemment. Ni les républicains, ni les franquistes ne voulaient ça. Et donc, voilà. Et puis après, il a été fusillé dans la prison d'Alicante quelques temps après, en tout cas en 1936. En 1936. Est-ce qu'il se méfiait des militaires? Lui, c'était un civil, il était un avocat, c'était un jeune avocat. C'est un type, un avocat brillant de Madrid. Il était le fils du général Primo de Rivera, qui lui avait exercé la dictature pour le compte du roi Alphonse XIII. Peut-être qu'il s'est méfié de son propre père, je ne sais pas. Mais en tous les cas, les phalangistes, dans leur immense majorité, enfin non, la totalité des phalangistes sont rentrés dans le mouvement national. Alors après, dernier point de votre question, c'est est-ce qu'ils ont été déçus par Franco? Alors, Franco a déçu tout le monde. Oui. Dans ces gens-là, dans les gens qui l'ont aidé. Il a déçu la phalange et il a déçu les carlistes aussi. Parce que la phalange, son idée à Franco, ça a été de regrouper la phalange et les carlistes. Et donc, la phalange, elle s'appelait Falange. Phalange espagnole, Falange. Les carlistes, c'était la communion traditionnaliste ou les requêtés, etc. Bon. Il a promulgué un décret de fusion. La phalange est devenue phalange espagnole traditionnaliste pour récupérer le carlisme, et il a fusionné tout ça ensemble. Donc tout le monde a été déçu, on a perdu notre autonomie, le mouvement national qui rassemblait toutes ses forces était présidé par Franco lui-même, et Franco suivait sa politique, et il s'affichait bien pas mal dans la phalange et les carlistes. Après, les phalangistes ont été déçus parce qu'il a restauré la monarchie. Alors là, c'était le sujet qu'on n'a pas traité, faute de temps. Les phalangistes ont été déçus à cause de ça. Moi, quand j'ai discuté avec les chefs phalangistes à une époque, je dis, qu'est-ce qui se passe après Franco? Phalange. Ils pensaient que le mouvement national resterait, au fond, le gouvernement normal de l'Espagne. Franco ne pensait pas ça. Franco se considérait comme régent du royaume. Moi, je me rappelle, quand j'étais gosse à Barcelone, on entendait à la radio le général Franco, régent du royaume. Et moi, ma famille, qui était très anti-franquiste, disait régent du royaume, quel royaume? Donc il avait quand même l'idée de restaurer la monarchie, je pense. Après, il avait deux problèmes. Le premier problème, c'était que c'était pas accepté par une bonne partie des forces qu'il avait soutenues. Et le deuxième problème, c'est qu'il y avait la querelle dynastique. Donc, il y avait où on choisissait la dynastie actuelle qui règne sur l'Espagne, c'est-à-dire le roi Juan Carlos et le roi Juan Carlos, en fait, puisque Franco a sauté le fils aîné d'Alphonse XIII, le comte de Barcelone. Il aurait dû être roi, il n'a pas été. Et après, Juan Carlos. Mais il avait aussi la possibilité de choisir le roi carliste, qui était représenté par la famille de Bourbon-Parme, le roi Xavier de Bourbon-Parme, le père du prince Sixte, peut-être vous avez connu certains, et il avait encore le choix de choisir le père de l'actuel Louis de Bourbon, duc de Cadix, qui avait épousé sa petite fille à Franco. Donc il avait un triple choix. Mais quand nous sommes allés à quelques-uns au rassemblement carliste, le dernier qui se soit tenu pacifiquement en 68,
Déjà, les carlistes, le slogan carliste, c'était Franco est un traître, oui, 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 Franco est un traître. Parce qu'il savait qu'il n'allait pas choisir le roi carliste. Voilà. Voilà, je crois que j'ai à peu près traité ce que vous avez dit. Après. C'est une question, mais je commence juste par une constatation. C'est que moi j'ai appris que la guerre d'Espagne, ça s'est joué à 3 blocs. Un bloc dont vous n'avez pas du tout parlé, c'est l'Union soviétique, qui a été assez discrète, d'après ce que j'ai appris, mais qui a joué un rôle assez important dès septembre 1936, je crois, sur un plan diplomatique, et après sur la fourniture d'armes, et d'armes des avions, des chars, etc. Donc en fait, ma question c'est, est-ce que, si vous pourriez-vous nous parler un tout petit peu plus de ce bloc, très discret, et est-ce que c'est pas la comparaison que vous avez faite avec ce qui se passe actuellement en Ukraine, de la façon dont vous nous avez alléché au début de cette présentation? Oui, c'est curieux d'ailleurs, vous savez, parce que l'influence de la guerre d'Espagne, elle est très forte, elle existe encore dans les milieux de gauche. Moi, j'ai toujours, il y a quelques mois, à côté de chez moi, sur l'avenue du Prado à Marseille, il y avait une manifestation organisée par la CGT. Et qu'est-ce qu'ils diffusaient comme chant? Est-ce que vous savez qu'est-ce qu'ils diffusaient comme chant dans les haut-parleurs? Les chants anarchistes et marxistes de la guerre d'Espagne, en espagnol. Quant à Zelensky, il a fait appel à la création de brigades internationales. Qui est un vocabulaire typique de la guerre d'Espagne. Ça, c'est votre question, je crois. Donc, en effet, il a en tête ce schéma de guerre d'Espagne, c'est-à-dire amener le monde entier à s'intéresser au sort de son pays et à lui donner des armes, de l'argent et un soutien diplomatique et tout le reste de ce qu'on peut imaginer. C'est-à-dire, bon. Alors, les brigades internationales en Espagne, on estime, d'abord sur le plan numérique, qu'il est passé parce qu'ils arrivaient puis repartaient, hein, puis ils étaient remplacés par d'autres. Je crois que le centre d'arrivée des brigadistes, au fond, internationaux, c'était une ville qui s'appelle Albacete, qui est dans la Manche, le pays de Cervantes, de Don Quichotte. Je crois qu'ils ont été entre 30 et 40 000, on estime. 30 et 40 000. Au total, mais jamais plus en même temps de 15 000. Donc, voilà. Et ils étaient, en fait, comme ils n'étaient pas vraiment livrés à eux-mêmes, ils étaient dirigés, en fait, par le Parti communiste espagnol. Ils étaient sous l'autorité du Parti communiste. Voilà. Bon, les Russes, bien sûr que les Russes ont donné peut-être plus d'argent et plus d'armes que les autres, oui, effectivement, des avions et des chars, effectivement. Et puis, ils ont été largement payés de leur effort, parce que, je ne sais pas si vous savez, que les dirigeants de la République espagnole, au moment de la défaite de la République, se sont embarqués, eux aussi, sur un bateau à Valence, eux aussi, avec tout l'or de la Banque d'Espagne. Tout l'or de la Banque d'Espagne. Et l'or de la Banque d'Espagne, c'était encore beaucoup. Et la Russie n'a jamais voulu les rendre. Et les dirigeants de la République espagnole ont vécu, comment on peut dire, 30-40 ans en exil à Moscou, et sont rentrés en Espagne quand le roi a légalisé tous les partis, y compris le Parti communiste. Et chose curieuse d'ailleurs, figurez-vous que quand il y a eu la première réunion des Cortes de la période démocratique, donc de Juan Carlos, la doyenne de l'Assemblée, c'était Dolores Ibarruri, la pasionaria, qui avait tranché la gorge des prêtres. Et c'est elle qui a présidé la première réunion de ce qu'on a appelé en Espagne la transition démocratique. Oui. Alors, cela dit, les Russes, ils ont fait comme d'autres. Les Italiens, peut-être que les plus nombreux, ça a été les Italiens. Mussolini disait qu'il avait perdu 50 000 hommes en Espagne et qu'au total, je crois qu'il avait envoyé 120 000 hommes, mais de manière échelonnée. Et si vous écoutiez alors
Jean-Marie Le Pen avait fait dans le temps un disque sur la guerre civile. Je ne sais pas s'il se trouve encore aujourd'hui. Il y avait tous les chants des divers pays, des représentants des divers pays dans la guerre. Les Italiens, les Russes, non, il n'y avait pas de chant. Mais les Allemands, la Légion Condor, qui elle était du côté franquiste alors. Les Italiens qui étaient du côté franquiste. Les Russes, évidemment, étaient du côté de la République. Et puis, il y avait des Français du côté de la République. Mais il y avait des Français aussi chez les carlistes, par exemple. J'ai connu à la F un vieux monsieur, bien plus vieux que moi, puisqu'il est mort il y a longtemps, qui s'appelait Guy Coutan de Cesval. C'est lui qui, d'ailleurs, avait rédigé les statuts de la Fondation Saint-Louis pour le comte de Paris. Il s'était engagé chez les Requetés. Mais il n'avait pas très bien compris ce dont il s'agissait. Je m'en étais aperçu en parlant avec lui. Mais bon, il y avait des Français aussi, dans les deux camps. Dans les deux camps. Puisqu'il y avait Et après, nous avons récolté aussi les communistes espagnols. Il y a eu tous les expatriés d'Espagne qui mettaient d'abord les enfants, on les mettait de côté si possible, on les envoyait en France. Il y en avait beaucoup, par exemple, dans des camps à Montpellier, près de Perpignan aussi, en Catalogne, française, en Roussillon, quoi. Vous voyez, donc, il y a eu, les brigades internationales, je crois. Alors, il y a l'épisode Malraux aussi. Malraux avait créé l'escadrille Espagne. L'escadrille Espagne. Avec son ami qui a été un homme politique connu après, c'était Cornille-Guillaume Molinier. Et ils avaient créé l'escadrille Espagne et ils bombardaient les rangs franquistes tous les deux, avec deux ou trois avions. Malraux, à cette époque-là, c'était un peu comme le BHL d'aujourd'hui. Hein. Ou l'inverse, plutôt l'inverse. Bon, voilà. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question, parce que... Est-ce que c'est tard pour vous? Je ne sais pas. Non, tard. Ah bon, nous, c'est surtout pour vous. Non, on rentre sur Marseille, après c'est... Parce que finalement, en fait, dans les deux camps, c'était quand même très hétéroclite, parce que du côté nationaliste, on avait les phalangistes, les Requetés, il y avait les militaires et aussi la droite un peu modérée, je crois que c'était Gilles Robles, non? Ouais, mais... Oui. Mais côté républicain, c'était aussi assez bon. Entre anarchistes et communistes qui se tiraient dessus, et les républicains modérés, est-ce que c'est justement la division des républicains y est pour beaucoup dans leur défaite? Ah, ben moi je dirais oui. Parce que elle y est, pour beaucoup, c'est difficile de dire une proportion, mais à mon avis, oui, parce que c'était l'anarchie complète, surtout dans les derniers temps. Le Madrid des derniers mois, c'est une vraie catastrophe. Vous aviez tous les aventuriers des petits gauchistes, enfin trotskistes, et ils se disputaient même entre eux, ils se tuaient entre eux. Il y a eu beaucoup de règlements de compte entre trotskistes, marxistes purs, parti communiste, avec les socialistes, et puis il y avait la grande anarchie de la faille. Parce que, bon, les communistes, ils ont quand même un certain sens de la discipline. Mais là, il n'existait pas. Hein. Les communistes et les trotskistes, ce sont... Et puis il y en avait plusieurs, c'est-à-dire il n'y avait pas des groupes trotskistes, il y en avait plusieurs. Et ils revendiquaient chacun la première place. Et à ce moment-là, ils se battaient entre eux, ils s'entretuaient, les chefs s'entretuaient. Les anarchistes, quand même, avaient été assez efficaces. Hein. Ils étaient assez organisés, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Hein. La faille, ça a été une grande chose. Hein. Ça a été un grand mouvement très actif. Mais bien sûr que parce que du côté franquiste, si je réfléchis, il y avait des forces, 3 ou 4 forces, disons, parce que les monarchistes modérés, disons, les partisans d'Alphonse XIII étaient quand même assez peu nombreux. Hein, assez peu nombreux, en armes, je veux dire. Le gros, c'était les phalangistes, les carlistes et les militaires. C'était composite, l'armée franquiste, mais elle était gouvernée. Et ces types-là avaient un idéal commun. Ils ne se tiraient pas à la bourre, si je puis dire. Vous voyez donc, et puis il y avait quand même Franco. Franco, d'ailleurs, c'est curieux parce qu'il n'était pas désigné pour diriger il y a un phénomène un peu comme, vous savez, Bonaparte.
quand il y a eu la fin du directoire, il a été, au fond, c'est son frère, Lucien, qui a organisé le coup de force de Brumaire, vous savez, le 18 Brumaire. Et là, c'est un peu pareil, ils étaient réunis, les chefs de la rébellion franquiste, à l'époque on disait la rébellion, ils étaient réunis du côté de Salamanque et de Burgos, et on pensait à un tout autre général pour devenir généralissime. Et puis le frère de Franco, Nicolas Franco, qui avait un peu une âme de conspirateur, s'est débrouillé pour que ce soit son frère qui soit désigné de façon un peu temporaire. Mais après, ça a été très vite réuni sous l'autorité de Franco, généralissime, caudillo, on a inventé ce terme de caudillo. Le caudillo, ça veut dire en espagnol le pasteur d'un troupeau. Caudillo, c'est celui qui conduit les bêtes dans les pâturages. Hein. On a appelé generalissimo, c'est-à-dire le général en chef, caudillo, c'est-à-dire le meneur de troupeau, le régent du royaume, son excellence le chef de l'État. Il y avait tout un... Bon, il a assis son régime qui a quand même duré de 39 à 75. Hein. Lui, il est mort tranquille dans son lit. C'est le seul régime, disons, traditionnaliste qui a réussi. Même pas Salazar. Oui, Salazar aussi. Salazar aussi, mais enfin Salazar, oui. Ben, ça s'est terminé par une victoire du libéralisme aussi, hein, Salazar. Est-ce qu'il y a encore une question? J'ai fini. Vous avez lancé une pique contre nos contemporains en disant qu'on chercherait vainement 750 000 hommes. Pas 50 000, 500 000. 500 000. Ah bon, enfin bon, bref. Donc, oui. Donc, j'aurais bien une petite explication. Oui, madame, je crois que je peux me tromper, je l'espère, mais je vois mal 500 000 hommes se rassembler quelque part pour faire la guerre. Je dis actuellement, maintenant, on ne sait pas ce qui peut arriver, mais disons qu'il y avait dans l'Espagne de l'époque une réserve d'engagement, d'idéal, d'adhésion, qui à mon avis n'existe pas ici. Alors, cette question, je l'aurais traitée si on avait eu un peu de temps, mais on s'est arrêté à la guerre d'Espagne. Je crois quand même la conquête du pouvoir en France par l'idée d'une croisade, je lui vois peu de chances de réalisation pour ma part. Peu de chances. Ou alors, il faudrait des événements exceptionnels, d'une part, et d'autre part, ça ne suffirait pas, à mon avis, des événements exceptionnels. Il faudrait une sorte de conversion, une espèce de réforme, comme on disait au 19e, à l'époque de Renan, Étienne et tout ça, une sorte de révolution culturelle et morale, qui ferait que, tout d'un coup, il y aurait 500 000 types qui seraient prêts à mourir pour le pays de manière spontanée. Si encore on les mobilise, mais... Il n'y a pas non plus d'adversaire à la taille de la faille, ou même du Parti communiste français de l'époque stalinienne. Regardez que, par exemple, les défilés du 1er mai, par exemple, chez nous en France, dans le temps, quand j'étais jeune, il y avait les gros bras de la CGT. Mais les gros bras, ils sont vieux maintenant. Et je crois qu'il n'y en a pas d'autres. Maintenant, les défilés de la CGT ne peut plus les tenir. Ce sont les Black Blocs qui la terrorisent. C'est-à-dire que, vous voyez ce que je veux dire, quand j'étais jeune, nous, par exemple, dans les bagarres qu'on faisait à la fac, il y avait un point de rupture où on ne pouvait pas tenir, c'était quand les communistes ou les gauchistes faisaient appel au gros bras de la CGT sur le port de Marseille. Oui. Alors là, bon, vous arrivez vers 300 gros bras, vous n'étiez plus à armes égales. Mais où ils sont maintenant, ces gros bras? Un jour, il n'y a pas très longtemps, je me suis mis au milieu d'un défilé de la CGT. J'étais pas le plus vieux, hein, et je leur disais, oh, ben, on n'est pas tellement nombreux, et nous sommes assez vieux, c'est dommage. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais ça, j'ai dit pour rire, mais je crois que pour l'instant, sauf miracle à venir, il n'y a pas possible. Mais non, c'est pour ça, moi je crois, et puis alors, là je crois quand même, là on traite le sujet alors. Il y a des vocations différentes de pays à pays.
il faudrait regarder, il faudrait faire une étude, mais l'AF ne l'a peut-être pas suffisamment faite. Comment on prend le pouvoir en France, en général? Comment? En Espagne, ça a été souvent par des pronunciamentos. Effectivement, une rébellion militaire, en général, des militaires, parce qu'ils ont des armes, ils savent se battre. Bon. En France, comment se sont pris les principaux pouvoirs? Si vous faites le compte, vous allez au début de la Révolution française, les États généraux. Les États généraux sortent l'Assemblée nationale, de l'Assemblée nationale sort la législative, de la législative sort la Convention, de la Convention sort le directoire, du directoire sort le consulat, du consulat sort l'Empire avec un référendum. Guerre civile, il n'y en a pas. Alors il y a la guerre de Vendée, mais elle est localisée quand même, elle est héroïque, tout ce qu'on voudra, je suis d'accord. Mais une guerre nationale, comme en Espagne, avec 500 000 hommes, ou 300 d'un côté et 250 000 hommes de l'autre, sur plusieurs fronts dans le pays, ça n'a jamais existé chez nous. Il y a eu des frondes, il y a eu des jacqueries, il y a eu à Paris, pour faire tomber la monarchie, il n'y a jamais eu plus de 15 ou 20 000 personnes. Si on avait fait un référendum, la monarchie n'aurait jamais été abolie. Le pauvre Louis XVI ne savait pas ce que c'était qu'un référendum, donc c'est dommage. Ils n'avaient pas ça en tête, ils ne savaient même pas que ça pouvait se faire. Napoléon, lui, qui avait quand même une culture de l'époque romaine, une adoration de la République romaine et tout ça, et il a ressorti un référendum qui ne s'était jamais pratiqué en France depuis, je crois, depuis toujours. Si vous cherchez. Donc les prises de pouvoir se font de manière quasi légale chez nous. Je dirais semi-légale. Voilà. C'est pareil pour la restauration, pour les deux restaurations, qui sont combinées par Talleyrand et Fouché, grosso modo. Et Aimé de Coigny, disait Maurras. Bon. Après la Révolution de 1830 se fait par cet animal de Lafayette, et qui présente le duc d'Orléans au balcon de l'hôtel de ville et qui dit la meilleure des républiques, la voilà. Et ça fait Louis-Philippe. Il y a quelques morts, il y a quelques échauffourées, mais pas une guerre civile. Pareil en 1948, qui amène à la Deuxième République. La Deuxième République, Louis-Napoléon Bonaparte finit par être président de la République, et depuis l'Élysée, il organise le coup d'État du 2 décembre 1952, qui établit le Deuxième Empire. Et après, les prises de pouvoir se font par la défaite militaire. En 1970, Napoléon III est fait prisonnier par Guillaume Ier et Bismarck à Sedan. Il s'enfuit, et une période de flottement, puis la querelle du drapeau avec le comte de Chambord, et puis l'établissement de la Troisième République en 1875, dont on fixe le mandat du chef de l'État à 7 ans, parce que c'est le plus long possible pour faire une monarchie, après, en attente de faire la monarchie, c'est-à-dire en attente, grosso modo, de la mort du comte de Chambord. Et puis, l'Assemblée qui se réunit est une assemblée à grande majorité royaliste, mais, comme le temps passe, que le comte de Chambord ne meurt pas tout de suite, peu à peu, l'Assemblée est colonisée par la gauche. Et on aboutit à la République des Ferry, des laïcards. Voilà. Et le pauvre Léon XIII, qui avait proclamé le ralliement, croyant que les catholiques auraient la majorité et que par conséquent la France ne risquait rien, c'était sa politique à Léon XIII. Il n'a pas voulu trahir l'Église. Il s'est dit, puisque les catholiques sont majoritaires dans ce pays, il n'y a qu'à se rallier à la République. Et on la gouvernera, la République. Voilà toute l'erreur de Léon XIII. Catastrophique erreur. Catastrophique erreur. Que renouvellera d'ailleurs Pie XI quand il a condamné l'Action française en 1926. Donc après, en 14, on échappe à la catastrophe au prix d'un million de morts. Cher payé quand même. En 1939, le gouvernement français se réfugie à Vichy et tout le monde se met d'accord pour confier le pouvoir au vieux maréchal de 84 ans, vainqueur de Verdun. Et le régime abdique. Il n'y a pas de révolution. Puis arrive la libération de Paris, De Gaulle qui s'empare du pouvoir, qui
voilà, qui reste là 2 ans, puis la 4e République, et puis la 4e République s'effondre sur l'affaire algérienne et la révolte d'Alger. Et à ce moment-là, le président de la République, il n'y a pas de révolution, hein, le président de la République appelle le général de Gaulle et lui demande de former le gouvernement. Le général de Gaulle dit d'accord, je forme le gouvernement, mais je mets l'Assemblée en vacances pour 6 mois et je prépare une nouvelle constitution. Et voilà, nous vivons là-dessus. Maintenant, là, on attend le prochain effondrement de la République. Oui, mais là, maintenant, on se retrouve Voilà, dans la position de l'Espagne au 8e siècle. Comment? Maintenant, on se retrouve dans la position de l'Espagne au 8e siècle. Ah, moi je crois pas. Bah, non, enfin, je veux dire... Au 8e siècle. Le danger le plus grand, c'est celui-là. Ah oui, le danger. Les musulmans. Le danger de l'islam. Oui. Bah oui, dans l'Espagne du 8e siècle. Mais là où Jonathan avait raison, c'est qu'il m'a fait remarquer l'autre jour, quand on discutait, que les Arabes sont devenus très peu nombreux en Espagne. Quelques milliers, peut-être pas beaucoup. Les Arabes qui venaient d'Arabie avaient été rejoints par des Berbères d'Algérie. Et ils étaient quelques milliers et ils ont pris les royaumes, les têtes de Grenade, Séville, etc. Et ils ont gouverné. Et les Ibères qui peuplaient l'Espagne se sont convertis, en partie, mais beaucoup. Ce qui amènera plus tard, grâce au roi catholique, à l'expulsion des morisques et des juifs. Oui. Voilà. Mais les deux. Et les morisques ont été expulsés à peu près un siècle après la prise de Grenade. Donc la prise de Grenade, c'est 1492. L'expulsion des morisques, c'est environ 1570. On leur donne 10 ans pour partir. Et on leur donne quand même le choix entre se reconvertir au catholicisme ou partir. Beaucoup trichent. Font comment on appelle ça, la chatia, là, ou je ne sais pas quoi. C'est ça. Ils dissimulent, ils restent musulmans, mais ils se convertissent. Beaucoup partent. Quand ils arrivent sur les côtes du Maroc, ils sont assassinés par les Marocains qui n'en veulent pas. Et c'est pour ça d'ailleurs que beaucoup se réfugient en Turquie où on ne les reçoit plus. Comme les Juifs d'ailleurs. Oui. Se réfugient en Turquie où la période ottomane de l'époque est plutôt laxiste, elle accepte les Juifs et les étrangers. Et les traite assez bien. Il y a beaucoup de Juifs. Il y a eu beaucoup de Juifs qui se sont convertis au catholicisme. Certains sont devenus de véritables catholiques. Il y en avait beaucoup, paraît-il, parmi les responsables de l'Inquisition espagnole. Parmi les responsables de l'Inquisition espagnole, c'était souvent des catholiques d'origine juive convertis. Il y avait beaucoup de métissage en Andalousie. Actuellement, on estime, en Espagne, je crois qu'il y a quelques milliers de juifs, pas plus. Hein. Non, mais je veux dire les ancêtres. À l'époque, oui. Mais le résultat, c'est quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas ce qu'on peut appeler quand même, il y a quand même... Dans la communauté juive, vous savez, alors les choses ont beaucoup changé pour la communauté juive. Le temps de Maurras, elle était en général très révolutionnaire, hein, très cosmopolite, souvent très à gauche. Hein. Aujourd'hui, une partie de la communauté juive a rejoint le camp national. Mais pas toutes, hein, parce que si vous comptez tous les représentants de la communauté juive qui sont par exemple à France Inter ou ailleurs, vous verrez que ce n'est pas la totalité encore. Mais bon. Mais en Espagne, ce phénomène n'existe pas. Ni les juifs nationaux, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, ni les juifs révolutionnaires, il n'y en a pas non plus. Et les morisques, ils sont partis. Ce qu'il faut savoir, qui est assez curieux, c'est qu'à l'heure actuelle, hein, il y a un mouvement musulman en Afrique du Nord qui rêve de refaire ce qu'ils appelaient l'Andalous, c'est-à-dire le royaume arabe d'Espagne. Et si vous allez à Grenade, par exemple, vous apercevrez qu'il y a énormément de boutiques et de musulmans qui sont revenus là. Et dans leur esprit, pas dans le nôtre, mais dans leur esprit à eux, c'est un mouvement de reconquête. Ça veut dire aussi que l'islam, moi je dirais ça quand même, hein, même quitte à faire râler les bonnes consciences, l'islam a toujours été rejeté par l'Europe. Parce que finalement, côté ouest, c'est-à-dire l'Espagne, il a été rejeté. 1492, il n'y en a plus. 1560, on fait partir les morisques, c'est-à-dire les autochtones convertis à l'islam. On les fait partir. Mais de l'autre côté, du côté des Balkans,
Et il ne faut pas oublier que les forces ottomanes mettent le siège à Vienne, en Autriche, 3 fois. Et donc il a fallu attendre la bataille de Lépante, dirigée par un jeune archiduc autrichien et espagnol, enfant d'Espagne, Don Juan d'Espagne, qui est un Autrichien, espagnol, autrichien, qui dirigeait la flotte chrétienne de Lépante et qui a liquidé la flotte ottomane. Mais sinon, l'influence arabe, c'est d'ailleurs le croissant qui nous vient de Vienne, là, hein, c'est le résultat du siège de Vienne. Et à Budapest, vous avez des bains morts qui sont encore en service et qui viennent de la période où les Arabes, ou les Turcs, les musulmans en tout cas, occupaient l'Europe, toute la partie balkanique. Hein. La Serbie, le Monténégro, tout ça, et la Grèce, bien sûr. Hein. Et finalement, aujourd'hui, ils ont été rejetés aussi. Donc ils ont été rejetés. Finalement, il n'y a que la Russie qui les a gardés. Mais ce sont des musulmans très anciennement russes, et souvent qui n'ont rien à voir avec l'islamisme, ou pas grand-chose. D'ailleurs, Poutine se vante de lui avoir une communauté musulmane très intégrée depuis des siècles. Bon. Je pense qu'on peut conclure. Hein. Merci, Gérard. Merci à vous. Merci, Gérard. Patience.